grandes figures africaines de la Révolution. En réalité, on ne peut pas comprendre la situation de l'Afrique si on ne prend pas en compte que dans les années 50 et les années 60, nos peuples se sont mis en marche. Les peuples d'Afrique se sont mis en marche, qu'ils ont été, comme je le dis dans mon livre, à l'assaut du ciel. C'est-à-dire qu'ils avaient en face d'eux une forteresse, avec des armes, avec de la puissance économique, de la puissance militaire, etc. Et nos peuples qui étaient dominés sont entrés en combat et ont été à l'assaut du ciel. Et dans ce combat sont nés un certain nombre de leaders. Sont nés des grands hommes. Quand je dis grands hommes, c'est pas pour les déifier ou les admirer. C'est juste que c'est la lutte de leur peuple qui les a forgés, qui les a formés. Et ces hommes ont tenté de comprendre leur oppression, tenté de comprendre la domination que subissait l'Afrique. Et dans ce travail-là, eh bien, ils ont produit des théories. Ils ont produit des œuvres. Ils ont produit des manières d'expliquer la réalité qui nous semblent encore aujourd'hui d'une grande actualité. Ce n'est pas par hasard si la plupart d'entre eux ont été assassinés. C'est pas un hasard. C'est tout simplement bien parce qu'on savait très bien que si on continuait à aller dans le sens de ces leaders, eh bien, le monde ne serait pas celui qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas un hasard qu'on ait tué un Lumumba, c'est pas un hasard qu'on ait tué un Mignobe, c'est pas un hasard qu'on ait tué un Cabral. Et tous ces auteurs-là, malheureusement, bien, nous avons constaté autour de nous que les militants ne les connaissaient plus. Oui, on avait entendu parler d'un Lumumba, on savait, mais on n'avait pas été lire Lumumba. On ne connaissait pas ses théories. On avait entendu parler d'un Cabral, on savait que c'était un grand, on l'aimait bien, on avait sa photo, nostalgiquement on avait... mais qui avait été lire Cabral? Et on s'est aperçu que même chez les militants africains, ben, ces théories-là n'étaient pas connues. Et que par conséquent, pour retrouver les voies de l'avenir et pour comprendre le système impérialiste en général et ce qu'il fait en Afrique en particulier, il fallait redécouvrir ces auteurs. Et donc on a commencé, on en est maintenant à la 6e séance. Donc on a déjà vu un premier cours que vous pouvez retrouver sur Internet qui brosse le tableau général de la résistance, parce que les Africains, depuis l'époque de l'esclavage, n'ont jamais cessé de résister, par rapport à des mythes qu'on essaie de nous faire passer ici, comme quoi, ben oui, c'est la supériorité de l'Occident qui l'aurait emporté. Non, non, il y a eu résistance. S'il y a eu supériorité, elle était militaire. Donc on a détruit militairement les gens, mais il n'y a jamais eu acceptation, ni de l'esclavage, ni de la colonisation. Donc le premier cours fait un tableau général de toutes les résistances, depuis l'arrivée des premiers esclavagistes jusqu'au combat pour l'indépendance. Le second cours a été consacré à Aimé Césaire. Aimé Césaire qui est quelqu'un qui a aidé les peuples africains à se relever pour une raison toute simple, c'est que l'esclavage et la colonisation, pour perdurer, doivent amener les colonisés et les esclavagisés à se considérer comme inférieurs. Et donc on a intériorisé que le blanc était supérieur à nous, qu'il était invincible. Et donc Aimé Césaire a été le premier, donc on a vu dans le premier cours comment son apport théorique a permis de sortir du sentiment d'infériorité et donc du coup de pouvoir entrer en combat. Le second cours le troisième cours a été consacré à Rubeno Mniobe qui, au Cameroun, a été un des premiers, d'abord c'était un des premiers assassinés par l'impérialisme, mais c'est aussi celui qui nous a montré les voies de comment parler à nos peuples, sa manière de travailler, sa manière de relier les intérêts du petit paysan jusqu'à la lutte de libération nationale, comment il faisait le lien entre le fait qu'on avait faim et le fait qu'il y avait le colonialisme, et comment avec un langage populaire, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Mpodol, celui qui ouvre la voie, le porte-parole, eh bien c'était pas tout simplement parce qu'on avait là un leader qui savait parler aux paysans analphabètes et qui savait aller à l'ONU pour déconstruire le discours du colonisateur. Et c'est pour ça qu'on l'a tué, c'est que bien entendu, un tel homme, tout de suite, il a été reconnu par son peuple, tout de suite, il préparait des transformations radicales, c'est pour ça qu'on l'a tué. Et le dernier cours que nous avons fait, donc le mois dernier, c'était sur Lumumba. Lumumba qui est, pour nous, dans ses écrits comme dans son histoire, le porteur d'espoir, puisque Lumumba, en 56, croit encore en la colonisation. En 58, il a compris. En 2 ans, Lumumba s'est transformé. Tous ceux qui pensent qu'en Afrique c'est joué, parce que, oui, il y a une dépolitisation, parce qu'on n'arrive pas à reprendre l'offensive, parce qu'on a eu des défaites, etc. Eh bien, c'est donneur d'espoir, parce que là, c'était en 2 ans, c'est pas en 50 ans ou en 100 ans. On ne sait pas où sera notre continent dans 3 ans ou dans 4 ans.
L'histoire parfois s'accélère. Elle s'accélère aussi lorsqu'on se forme, lorsqu'on a des organisations qui permettent de mener le combat. Et donc Lumumba, on a vu un peu comment son histoire l'avait amené à se radicaliser, l'avait amené à comprendre, l'avait amené à se mettre à la tête de la lutte de libération nationale pour son peuple. Aujourd'hui, donc là tu peux commencer, nous allons aborder un autre leader important qui est Kwame Nkrumah, qui est sans doute celui qui mérite le plus le titre de panafricain. Toute la vie de Kwame Nkrumah, ça a été de se battre pour une unité du continent, avec comme summum le sommet d'Accra en 1958, dans lequel des pays d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, ensemble, considèrent que l'avenir de l'Afrique, c'est des États-Unis socialistes d'Afrique. Et même on débattait à Accra, on voit bien les rêves, hein, ils étaient porteurs de grands espoirs. On débattait à Accra même des capitales des futurs États-Unis socialistes d'Afrique. Et l'hypothèse de 2 capitales avait même été soumise. Symboliquement, c'était tout au nord, donc on disait Alger, et tout en bas, le Cap, comme symbole de l'unité du continent. Kwame Nkrumah est un auteur incontournable pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il sort du panafricanisme romantique. C'est-à-dire que Kwame Nkrumah donne les éléments sur pourquoi le panafricanisme est l'avenir du continent. Si on n'avance pas vers cela, eh bien nos peuples resteront divisés et la source de la division impérialiste. Et il donne des raisons économiques, des raisons politiques que je tenterai de résumer aujourd'hui. Et la seconde dimension importante de l'apport de Kwame Nkrumah, parce qu'on a besoin de retrouver ça, y compris chez nos militants, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité, après avoir fait un certain nombre d'erreurs, à tirer les leçons de ses erreurs. Malheureusement, il a fallu qu'il soit éliminé par un coup d'État avec le soutien des États-Unis pour qu'effectivement il puisse sortir d'un certain nombre d'illusions. Et donc la fin de sa vie, la fin de la vie de Kwame Nkrumah est la théorisation de ses erreurs, la reconnaissance de ses erreurs, la théorisation. Et donc il nous lègue un cadeau pour l'avenir avec ses compréhensions. Alors, Kwame Nkrumah fait partie de cette longue liste des leaders et des théoriciens qui ont été, théoriciens de la lutte de libération nationale, qui ont été soit assassinés, soit victimes d'un coup d'État. Si vous cumulez dans toute l'Afrique ceux qui ont été, les leaders qui ont été assassinés, plus ceux qui ont été mis de côté par des coups d'État, mais c'est quasiment la totalité du continent qui a été touché par des processus révolutionnaires. Comme Lumumba, Nkrumah est une de ces victimes, et il est une victime qui caractérise la nouvelle phase du colonialisme après les indépendances, qui est le néocolonialisme, dans lequel on va intervenir non plus en envoyant l'armée directement, même si maintenant on y revient avec Hollande et le Mali et la Centrafrique, etc., mais on va fomenter des coups d'État ou assassiner des leaders. Face au néocolonialisme, Nkrumah en appelle au panafricanisme, et pour lui, le panafricanisme est le pivot central de l'avenir de l'Afrique, pour une raison toute simple, que j'approfondirai un peu plus loin, c'est qu'il nous dit, il fait ce constat suivant, pour qu'il y ait un développement autonome, un développement qui serve les intérêts des paysans et des travailleurs de nos pays, il faut se déconnecter avec l'économie mondiale qui est tenue par les grandes puissances. C'est la thèse de la déconnexion. En réalité, tant que nous sommes inscrits dans le système impérialiste mondial, eh bien, nous sommes dépendants de ceux qui ont les règles du jeu, de ceux qui tiennent les cartes. Et que par conséquent, eh bien, il y a nécessité d'une déconnexion. Or, pour se déconnecter, on ne peut pas se déconnecter pays par pays. Pour se déconnecter, il faut de la solidarité, il faut au moins une ère régionale, si ce n'est une ère continentale. Et c'est pour cela que le panafricanisme est à la fois difficile à construire, parce que ça suppose de sortir de nos cadres nationaux, mais en même temps, cette difficulté, eh bien, ça veut dire simplement que le jour où on aura avancé, on aura changé le rapport de force. Et donc c'est porteur d'espoir aussi. C'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce que les Africains sont nuls qu'ils n'y arrivent pas. C'est parce qu'en face, il y a toute la machine d'un système impérialiste mondial. Alors quelques éléments sur la vie de Kwame Nkrumah pour saisir comment ce leader a été forgé. Kwame Nkrumah vient comme la plupart des leaders, vient des milieux populaires au Ghana. Il vient d'un village, il est enfant de paysan.
dans ce qui était appelé à l'époque la Côte d'Or, hein, la Gold Coast. Il est né en 1909, et la Gold Coast, à cette période-là, est présentée par la Grande-Bretagne comme la colonie modèle. La colonie modèle dans laquelle on va montrer que la colonisation pourrait être humaine. C'est le discours qu'il mettait en avant. Et pour cela, eh bien, on va mettre en place, dans ce modèle, dans ce qui est présenté comme un modèle, on va mettre en place une scolarisation des indigènes, par l'intermédiaire de l'Église et des jésuites en particulier. C'est par ce biais-là que Nkrumah va donc accéder à l'école, dans une école jésuite. Vous aurez remarqué qu'on a la même trajectoire que le Lumumba, qui était aussi que beaucoup d'autres leaders. C'est d'abord l'accès à l'école. Il est, comme d'autres leaders, remarqué pour ses résultats et pour son travail, pour son investissement scolaire. Et tout de suite, l'impérialisme britannique qui veut montrer que la colonisation peut être humaine, tout de suite on lui propose d'entrer dans l'école secondaire d'Ashimota, qui est dans une banlieue d'Accra, et qui est présentée comme le lieu d'où va naître l'élite indigène, celle qui va montrer que la colonisation est positive. Et donc on lui propose cela. Dans cette école, il va faire une rencontre. Et comme beaucoup des autres leaders que nous avons vus jusqu'à aujourd'hui, bien les rencontres sont déterminantes dans la création des destins révolutionnaires. Je le dis pour que, à l'avenir, nous recommencions à construire des rencontres. Alors construire, il faut absolument que les militants d'Afrique et d'ici se rencontrent, parce que c'est dans ces rencontres-là aussi que naissent les destins progressistes et révolutionnaires. Cette rencontre, c'est le docteur James Aggrey qui marque Nkrumah pour une chose. Non pas qu'il parle d'indépendance, pas encore. Non pas qu'il parle de révolution, il ne parle pas de ça. Mais il est noir et il est fier d'être noir. Il n'est pas dans le sentiment d'infériorité. Exactement comme Aimé Césaire qui disait « le nègre t'emmerde ». Exactement comme Cabral qui dira plus tard « il faut que nous regardions le maître les yeux dans les yeux ». C'est-à-dire qu'on a cette idée que nous ne sommes pas une sous-humanité, et ça va marquer Nkrumah, ça va commencer son processus de prise de conscience. Voilà ce qu'il nous dit dans son autobiographie. Le point de mire de tous les Africains ce jour-là, il parle de sa première rencontre avec Aggrey. Ce fut le docteur Aggrey, sous-directeur adjoint, premier Africain à faire partie du personnel enseignant. C'est par lui que mon nationalisme fut mis en branle pour la première fois. Il était extrêmement fier de sa couleur et hostile à toutes les ségrégations raciales. C'est parce que je tenais Aggrey en très grande estime que je conçus d'abord l'idée de poursuivre des études aux États-Unis. On voit bien que là, le jeune Nkrumah mélange encore beaucoup de choses. Il dit, mais Aggrey est fier de sa couleur et c'est ça qu'il nous faut. Comme Aggrey était formé aux États-Unis, je dois aller me former aux États-Unis. Bien entendu, quand il arrivera aux États-Unis, il aura des grandes surprises. Il s'apercevra que les Noirs aux États-Unis ne sont pas traités également. Mais il a cette illusion-là dans un premier temps. La rencontre avec une telle personnalité a donc le même effet que la rencontre avec la négritude dans l'Afrique francophone, puisque là, on est dans l'Empire britannique. Le choix d'effectuer des études aux États-Unis va, plutôt qu'en Grande-Bretagne, va être également conforté par d'autres rencontres. Dans cette école secondaire, Nkrumah va rencontrer les principales figures du nationalisme naissant. Il va rencontrer l'avocat ghanéen Hayford, qui est le premier à être dans le conseil législatif du Ghana, le syndicaliste sierra-léonais Wallace Johnson, le journaliste nigérian Benjamin Azikiwe, futur président du Nigeria. Et on voit bien que là, on n'a pas de frontière de l'Afrique. Les militants se parlent, ça circule. Et c'est ça qui fait les prises de conscience nationalistes. La rencontre avec Azikiwe est décisive, là aussi, dans le choix des États-Unis pour poursuivre ses études. Naturellement, donc, il va aux États-Unis. En octobre 1935, il débarque aux USA. Il va y rester 10 ans. Étudiant à l'université, mais pour survivre, il est contraint de devenir prolétaire. Et donc il est à la fois étudiant, et puis il va faire tous les petits boulots pour survivre, vendeur de poissons, matelot, plongeur, ouvrier du bâtiment, etc. On a donc quelqu'un qui va entrer en contact avec la réalité du capitalisme moderne aux États-Unis, et qui va voir ce qu'est ce capitalisme, et ça se jouera beaucoup après, dans l'avenir qu'il pensera pour l'Afrique. Il y découvre aussi,
vous l'aurez compris, non pas ce qu'ils pensaient, les États-Unis qui forment un agrès, etc. Non, ils découvrent le racisme et les discriminations. Voilà ce qu'il nous dit dans son autobiographie. À comparer cette ségrégation raciale aux grandes réalisations du modernisme qu'offre le pays, j'eus un serment au cœur. Donc il a bien là l'idée que les moyens modernes permettraient à tout le monde de vivre heureux, et on a de la ségrégation raciale. Licencié en économie et en sociologie, Nkrumah va s'organiser, aller rechercher les étudiants qui viennent également d'Afrique, et donc il va contribuer à l'organisation de l'African Student Association, l'association des étudiants africains des États-Unis et du Canada. Et il va être très vite élu président de cette association. Et très vite, le journal de cette association va devenir le porte-parole de tout ce qui bouge en matière d'anticolonialisme, en matière de panafricanisme déjà. Mais Nkrumah ne s'arrête pas là. Il ne pense pas qu'à l'Afrique. Il est en train de faire des études, il est en train d'être dans la principale puissance industrielle, et donc il consacre ses années de présence aux États-Unis à lire et relire et toujours lire, pour comprendre toutes les théories qui essayent d'expliquer l'émancipation. Par ce biais-là, il va être amené à lire Hegel, Marx, Lénine, Mazzini, etc. Dans toutes ces lectures, il nous dit lui-même que deux auteurs l'ont beaucoup marqué. Les premiers c'était deux séries d'auteurs. Le premier, c'est Marx et Lénine, nous dit-il, car, d'après lui, la lecture de Marx et Lénine lui ont donné les perspectives pour transformer une société. C'est-à-dire la notion de révolution, la notion de rapport de production, etc., lui donne les perspectives pour transformer une société. Et secondo, Marcus Garvey, qui est donc un des théoriciens qui a aussi permis la réaffirmation de la sortie de la dévalorisation des Noirs et du sentiment d'infériorité. Et en particulier, dans Marcus Garvey, ce qui le marque beaucoup, c'est le slogan « L'Afrique aux Africains ». Alors, ceci dit, dès cette époque, Nkrumah a des désaccords avec Garvey. Il est en accord sur le fait de sortir du sentiment d'infériorité, le fait de ne pas avoir honte de sa couleur, le fait que ce sentiment d'infériorité est une création du dominant, une création de l'impérialisme, mais il refuse la conclusion qu'en tire Garvey, qui est de dire, face à la domination du blanc, il nous faut une pureté de la race noire. Il refuse la conclusion, il dit, mais la Garvey fait exactement comme le maître lorsqu'il en conclut que face aux blancs, il faut revenir à une pureté de la race noire. Et donc, naturellement, avec cette prise de position contre le racialisme, contre l'idée d'une perception uniquement en termes de culture ou d'identité, eh bien, ce refus-là va le conduire vers l'autre grand leader aux États-Unis, qui est Dubois. Dubois qui va à la fois être celui qui va également avec Garvey aider à la réaffirmation des peuples noirs, donc la réaffirmation et la fierté d'être noir, mais qui en même temps va le faire sur une base plus politique que sur une base racialiste. Et donc c'est avec Dubois que Nkrumah va poursuivre son engagement. Et en particulier, avec Dubois, il va être un des premiers à penser quelque chose qui va avoir un effet de cataclysme sur l'Afrique subsaharienne, le congrès panafricain de Manchester. Il y avait eu des congrès auparavant, mais les congrès panafricains, il y avait eu déjà 4 congrès qui avaient eu lieu, mais les congrès panafricains du passé étaient des congrès qui ne reliaient que des étudiants. Là, pour la première fois, Dubois, Nkrumah et d'autres organisent un congrès panafricain à Manchester, le font à un moment où la Fédération syndicale mondiale organise son propre congrès, de telle sorte à ce que les délégations ouvrières et paysannes de tous les pays d'Afrique puissent participer au congrès panafricain. Et le simple fait que les organisations paysannes et ouvrières des différents pays sont présents va changer la nature des débats. On ne va plus être dans des débats uniquement théoriques. Et le 5e congrès va être un congrès qui va accélérer l'histoire. À ce congrès, nous dit Nkrumah, on va avoir une accélération de cette histoire parce qu'on va adopter le mot d'ordre de
d'indépendance, de lutte contre le colonialisme. Alors qu'auparavant, on était sur des mots d'ordre culturels. Développer la culture africaine, être fier d'être noir, etc. Là, on politise la question et on va aller vers cette dimension de lutte pour l'indépendance. C'est avec ce congrès-là, c'est au moment de ce congrès que Nkrumah va faire ses premières théorisations, puisque c'est lui qui va faire la déclaration, qui va contribuer à l'écriture de la déclaration finale du congrès de Manchester. Voilà le bilan qu'il en tire quelques années plus tard. Il nous dit « Bien que cette conférence fût la 5e en date, elle se distingue des 4 précédentes, du point de vue résonance, optique et idéologie. Tandis que celle-là, donc les 4 premières, étaient soutenues par des intellectuels de la classe moyenne et par des réformistes noirs de la bourgeoisie, le 5e congrès panafricain réunissait des ouvriers, des syndicalistes, des cultivateurs, des représentants de coopératives, des étudiants africains et d'autres étudiants de couleur. Comme la plupart des participants au congrès étaient des Africains, l'idéologie fut le nationalisme africain, révolte du nationalisme africain contre le colonialisme, le racisme et l'impérialisme en Afrique. Et le congrès adopta le socialisme marxiste comme philosophie. On voit bien qu'à Manchester, ce qui se transforme, c'est que dans un premier temps, dans les 4 premiers congrès, l'oppression avait été tellement forte, l'humiliation avait été tellement forte qu'on avait d'abord besoin de se retrouver entre noirs, de retrouver sa culture, de la réaffirmer. Mais les choses ont mûri, et le 5e congrès est le moment où on bascule sur autre chose qui est, non, maintenant on passe aux politiques. On passe aux politiques et on passe à la lutte pour l'indépendance et à l'affirmation politique du socialisme. Le manifeste qui est adopté à ce congrès, dont Nkrumah est un des rédacteurs, ça ne s'adresse plus aux Noirs. Il s'adresse aux colonisés. Et donc Nkrumah va faire son premier pas vers l'unité du continent. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'Afrique noire, on est dans l'Afrique continentale, comme bloc d'opposition à l'impérialisme. Et il reprend, dans ce manifeste, il reprend une paraphrase, une phrase du manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Vous l'avez tous en tête. La fameuse phrase « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Dans la main de Nkrumah, ça devient « Peuple colonisé et assujetti du monde, unissez-vous ». On voit bien qu'il y a à la fois la reprise de la même dynamique et l'application à la réalité coloniale. Depuis qu'il a assisté au congrès de Manchester, en 1945, le panafricanisme va se distinguer du pan-négrisme. Auparavant, on avait un pan-négrisme, c'est-à-dire tous les Noirs doivent s'unir, et maintenant on a un panafricanisme, c'est le continent qui doit s'unir pour s'opposer à l'impérialisme. Cette conviction va se renforcer une fois l'indépendance du Ghana acquise, et on va donc avoir une approche continentale du panafricanisme. Très vite, Nkrumah a cette qualité, c'est qu'il, contrairement à d'autres qui parlaient beaucoup, il associe toujours les actes à la parole. Dès le Ghana indépendant, dès 58, donc le Ghana est indépendant en 57, dès 58, 2 conférences vont avoir lieu dans le Ghana indépendant. La première, c'est la première conférence des États indépendants d'Afrique. Nkrumah va réunir tous les États qui sont déjà indépendants. Ils sont peu, ils sont 5-6, mais il les réunit. Et il les réunit pour débattre ensemble du devoir et de la responsabilité de soutenir les peuples qui ne sont pas encore indépendants. De les soutenir par tous les moyens possibles, ces peuples qui ne sont pas indépendants. Donc il en appelle aux responsabilités des premiers États indépendants. Et surtout, c'est la plus importante, il va réunir une seconde conférence quelques mois plus tard, donc dans la même année, 8 mois plus tard, dans la même année, qui là ne va pas être une conférence des États, mais une conférence des militants. Il réunit les organisations de militants de tous les pays. C'est là que Lumumba va rencontrer Frantz Fanon. C'est là que on va avoir des liens entre mouvements nationalistes. C'est là que les solidarités vont concrètement se construire. C'est là aussi qu'on va passer des accords pour se passer des armes. Là où on en avait, ailleurs on n'en avait pas. C'est là aussi qu'il va y avoir des solidarités de ce type-là qui se mettent en place. Le leader ghanéen met à l'ordre du jour des 2 congrès d'Accra le mot d'ordre suivant, l'indépendance maintenant. Alors c'est important de l'avoir en tête, on est en 58. En 58, l'indépendance n'est pas acquise. En 58, De Gaulle essaye de faire passer comme idée qu'on pourrait avoir
une fédération avec la France. En réalité, le maintien de la colonisation par d'autres billets. Hein, De Gaulle tente de changer le visage de la colonisation pour la maintenir, de faire un ravalement de façade pour pouvoir la maintenir. La Grande-Bretagne fait exactement la même chose. Et quand Nkrumah dit l'indépendance maintenant, c'est le refus de toute étape, hein, puisque la théorie colonialiste, c'était de dire les Africains ne sont pas prêts, il faut un long temps pour les préparer à l'indépendance, comme s'ils étaient idiots, hein, il leur manquait un cerveau. Là, on va les préparer, on va les éduquer, on va les civiliser, et seulement après, dans 50 ans, 100 ans, 300 ans, on pourra peut-être penser leur donner l'indépendance. Eh bien, en disant l'indépendance maintenant, c'est à ça que s'oppose Nkrumah, et ça va beaucoup jouer dans l'accélération de l'histoire africaine. Ça n'est pas un hasard que tous ceux qui ont été à Accra sortent admiratifs de Nkrumah. On l'appelle le flamboyant. Il a une capacité d'expression qui, effectivement, mobilise les gens. Je ne sais pas si on a des images sur Internet de Nkrumah, je ne crois pas, mais c'est vraiment quelqu'un qui était en mesure de donner de l'espoir à tous les militants. Le premier grand apport de Nkrumah, passons maintenant à son œuvre théorique, le premier grand apport de Nkrumah, ça va être justement d'insister dans un ouvrage qu'il faut absolument lire et relire aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure, on a ici « L'Afrique doit s'unir ». C'est le titre de son livre, et il sort ce livre au moment où se crée l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et il le sort pour éviter que l'Organisation de l'Unité africaine soit une union lâche, sans solidarité, sans plan de développement commun, sans construction d'un marché commun, etc. Et il nous dit, dans ce livre, il nous dit l'Afrique est une, île comprise. Et donc pour lui, il faut rejeter toute espèce de séparation. Ça va être la première fois où c'est dit aussi nettement. Il faut toute espèce de séparation, car nous dit-il, du Cap à Tanger, du Caire à Gardafaoui, du Cap Vert au Cap Vert, l'Afrique est une et indivisible. On voit bien que pour Nkrumah, toute espèce de division qu'essaye de faire l'impérialisme entre Afrique subsaharienne et Maghreb, entre Afrique noire et Afrique blanche, pour lui, ce sont des thèses qui servent l'impérialisme. Ce livre est, selon l'historien Yves Benoît, qui est une des personnes qui a le plus travaillé sur les mouvements de libération nationale, hein, il est pour lui, nous dit-il, une véritable théorie de l'unité africaine. C'est la première fois qu'on a une approche construite, théorisée de la question de l'unité africaine. Sur le plan politique, nous dit Nkrumah, l'Afrique doit s'unir. Doit s'unir parce que chaque État, pris individuellement, ne peut pas résister aux puissances impérialistes. Chacun de nos peuples et de nos États tout seuls sera vaincu. Et c'est pour cela que l'Afrique doit s'unir. Ceux qui ne comprennent pas ça, qu'ils aillent regarder du côté de l'Amérique latine aujourd'hui. Pourquoi il y a de l'espoir là-bas? Pourquoi les peuples du monde regardent vers l'Amérique latine? Eh bien parce que on n'a plus un seul État qui était Cuba, qui a résisté pendant des années tout seul, mais il y a le Venezuela, la Bolivie, un marché commun qui se met en place, et on voit bien que là, ça crée. L'impérialisme commence à avoir peur, et toutes les tentatives de coup d'État aujourd'hui montrent bien qu'il a peur. Et bien pour l'Afrique, c'est la même chose. Chaque État individuellement est politiquement trop faible pour résister aux puissances impérialistes. L'arbitraire des frontières coloniales, nous dit-il, qui ont divisé des ethnies en deux, de chaque côté de la frontière, on a découpé l'Afrique comme un fromage sans tenir compte de l'histoire, etc. L'arbitraire des frontières coloniales, nous dit-il, est propice à plein de conflits interafricains que l'impérialisme peut susciter, instrumentaliser, etc. Il suffit de regarder l'Afrique d'aujourd'hui pour voir que malheureusement, on n'a pas écouté Nkrumah, et que l'impérialisme peut jouer. Et ici, les Tutsis, ici, les Hutus, ici, de jouer sur toute une série de divisions qu'il crée artificiellement et qu'il instrumentalise ensuite. La conclusion coule de source sur cette dimension politique, nous dit Nkrumah. L'Afrique a besoin d'une unification politique faisant de l'Afrique entière une seule nation dotée d'un gouvernement central commun. Mais ça, c'est le premier rapport de Nkrumah sur le plan politique. Mais il ne s'arrête pas là. Il regarde la dimension économique. Est-ce qu'on peut s'en sortir au niveau économique si on reste dans des États qui ne relient pas leur sort et leur destin ensemble? Sur le plan économique, nous dit Nkrumah,
La sortie de la dépendance n'est pas possible avec des États qui ont des populations trop faibles pour assurer un marché suffisant. Parce que vous aurez bien remarqué que le drame de l'Afrique, aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire. C'est le continent le moins peuplé où il y a le plus de gens qui meurent de faim. L'Afrique est sous-peuplée. Et donc on ne peut pas dire que c'est la surpopulation africaine, c'est bien l'exploitation qui crée. Et donc le Nkrumah nous dit, mais si on a un développement autonome, il faut un marché dans lequel le nombre de personnes est suffisant pour entraîner la production, l'industrie, l'agriculture, etc. Et donc nos États sont trop petits, nos peuples sont trop petits pour permettre des développements autonomes. Et donc sur la sphère, au niveau économique, on a intérêt au moins à des pôles régionaux et bien entendu à une union plus globale à l'échelle du continent. De surcroît, nous dit-il, c'est son second argument économique, les capitaux nécessaires pour une croissance rapide, parce que nos peuples ont besoin de résultats rapides, ils ont besoin que rapidement, eh bien oui, leur sort s'améliore, que les enfants aillent à l'école, qu'ils puissent manger. Hein, on n'est pas dans une situation dans laquelle on pourrait attendre parce que ce serait déjà, voilà, on aurait déjà une vie qui serait pas trop dramatique et ce serait une amélioration de long terme. Non, c'est la catastrophe. Et donc il y a besoin d'une amélioration rapide. Eh bien, nous dit Nkrumah, les capitaux nécessaires pour une croissance rapide ne seront pas disponibles à l'échelle de chacun des États. Ils ne seront disponibles qu'à l'échelle au moins régionale, si ce n'est continentale. Troisième argument économique, nous dit Nkrumah, l'existence de plusieurs monnaies, dont certaines, et pas n'importe lesquelles, dont certaines sont dépendantes de l'ancienne puissance coloniale. Le franc CFA, par exemple. C'est à Paris qu'on décide de la parité. C'est à Paris qu'on décide de la dévaluation. C'est à Paris qu'on décide... Il faut bien avoir en tête, pour ceux qui n'ont pas de connaissances économiques, que lorsqu'on dévalue le franc CFA de 50%, comme il y a quelques années, concrètement, ça signifie la baisse du pouvoir d'achat de 50%. C'est ça que ça signifie. Et lorsque, à Paris, on se permet de décider, c'est à Paris qu'on décide que d'un seul coup, on va manger 2 fois moins de riz, que les enfants auront 2 fois moins de manioc. Et cette manière d'être dépendant par des monnaies, Ben Nkrumah nous dit, non, là aussi, si chacun de nos États a sa monnaie, on ne pourra pas avoir l'espace de développement économique suffisant pour pouvoir construire une économie viable et une économie au service de nos peuples. Autre argument économique, ça, je le dis très rapidement parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pour vous inciter à lire cet ouvrage, c'est que des politiques économiques qui ne seraient pas coordonnées conduisent à des projets industriels similaires qui créent de la concurrence entre les pays inutiles. Et on a vu, dans les années 70, on a vu des barrages se construire des deux côtés de la frontière. C'était 2 fois d'argent dépensé pour rien. Un barrage commun aurait permis d'alimenter l'ensemble. Et donc, nous dit Nkrumah, compte tenu de la situation géographique africaine, il faut coordonner les politiques économiques, et pour cela, il faut une dimension d'union africaine. Enfin, nous dit-il, les projets industriels de grande ampleur dont a besoin l'Afrique ne sont possibles qu'à l'échelle du continent. Et là aussi, autant au niveau politique, il concluait à la nécessité d'une unification politique du continent, et bien au niveau économique, ils ont conclu à la nécessité d'une planification et d'une politique économique commune si on veut un développement de ce continent. 2 ans après avoir écrit ce premier ouvrage, Nkrumah va approfondir sa réflexion, et il va l'approfondir dans un deuxième livre, qui est encore plus pertinent et plus d'actualité encore, qui est il prend comme titre, il va paraphraser un livre de Lénine. Lénine avait écrit comme livre l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Nkrumah a écrit le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. En gros, il applique à l'Afrique ce que veut dire la phase impérialiste. La phase impérialiste pour l'Afrique, c'est le néocolonialisme. Et donc, il l'applique à l'Afrique. Et c'est toute une des dimensions du travail de Nkrumah, c'est de prendre des théories qui sont nées dans d'autres sphères, mais des théories de l'émancipation, mais de ne pas les plaquer, de les appliquer à la réalité africaine. Il y propose une définition qui est encore d'actualité de ce qu'est le colonialisme aujourd'hui, du nouveau visage du colonialisme. Voilà ce qu'il nous dit. L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan international. Vous savez, on a un drapeau, on a un hymne, tout ça on l'a. Hein. Mais en réalité, son économie,
Et par conséquent, sa politique sont manipulées de l'extérieur. On voit bien que c'est bien ça. Tant qu'on avait le colonialisme direct, on pouvait voir l'ennemi. Là, on nous a mis des chefs d'État bidons, qui sont des marionnettes des grandes puissances impérialistes, et effectivement, on peut avoir l'illusion d'une indépendance. Nkrumah nous dit que ces indépendances sont formelles, ce ne sont pas des indépendances réelles. Et il faut reprendre le combat de nos anciens pour aller vers des indépendances réelles, ce qui suppose de rompre avec le néocolonialisme. Dans ce livre, il détaille tous les mécanismes de ce néocolonialisme. Je voudrais en citer quelques-uns pour vous montrer l'importance de cet ouvrage et de ce travail théorique de Nkrumah. Il nous dit premièrement, le contrôle du marché international, le contrôle du prix des marchandises, conduit à une augmentation du coût des importations et les produits que nous exportons voient leur prix baisser. Autrement dit, comme ceux qui tiennent les rênes du marché mondial, ce sont les puissances impérialistes, eh bien ils peuvent faire pression à la baisse sur les matières premières et en même temps les machines, etc., ils les vendent avec des prix sans cesse en augmentation. Et donc il y a impossibilité de développement puisque ceux qui déterminent les règles du jeu sont ceux qui en profitent. Et donc, bien entendu, l'Occident impérialiste produit des règles qui l'avantagent, et donc l'Afrique est condamnée au niveau économique si on ne se déconnecte pas de ce néocolonialisme. C'est ce que d'autres auteurs plus tard, Samir Amin, Arghiri Emmanuel, vont appeler l'échange inégal. Il y a ces règles du jeu international produisent un échange inégal qui appauvrit sans cesse le continent et qui enrichit sans cesse les puissances impérialistes. Et lorsqu'ils ont peur qu'on aille voir vers d'autres, eh bien on fait une intervention militaire, comme aujourd'hui en Centrafrique, comme au Mali, etc. Ça, c'est donc le premier mécanisme, le fonctionnement même du marché impérialiste mondial. Deuxième mode de fonctionnement du néocolonialisme, nous dit Nkrumah, l'aide bilatérale. Hein, ils appellent ça de l'aide, et donc les grands impérialistes, si on les écoute, ils sont, quand même, on devrait les féliciter, ils apportent de l'aide, etc. Les prêts, etc. Nkrumah nous dit l'aide bilatérale et les prêts sont soumis à des conditions qui mettent en dépendance le bénéficiaire ou l'emprunteur, et il nous dit que ça n'est qu'une méthode moderne d'exportation du capital. Et donc on est bien à l'ère de l'impérialisme, puisque une des caractéristiques de l'impérialisme pour Lénine, c'était l'exportation du capital, c'est-à-dire que les pays impérialistes exportent leur capital là-bas pour faire produire à moindre coût sur place. Alors par exemple, pour vous donner des exemples de ce qui fonctionne, on va donner une aide au Burundi de 50 milliards de dollars ou d'euros, mais avec obligation d'acheter des marchandises européennes. Et si le Burundi n'a pas besoin de ces marchandises européennes, mais qu'il a besoin des marchandises chinoises, on va dire non, l'aide, elle est à partir de conditions. Et si vous regardez les accords d'aide et les prêts, c'est ce qu'on appelle des prêts liés, ils sont soumis à des conditions, qui sont des conditions qui créent la dépendance. Un des drames en Afrique aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'États vont regarder vers la Chine, qui offre des prix moins élevés, qui offre des conditions moins de mise en dépendance, et du coup, c'est vécu comme scandaleux, il faut une intervention militaire. Et c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans plein de pays d'Afrique, et malheureusement, ceux qui pensent que ça va s'arrêter à la Centrafrique se trompent. En réalité, malheureusement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'intervention des puissances impérialistes. Troisième mécanisme du néocolonialisme, l'aide dite multilatérale, le Fonds monétaire international, etc. Ça ne dépend pas d'un pays. Le FMI et la Banque mondiale. Mais il nous dit la même chose. Regardez les conditions d'octroi des prêts et des aides du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Dans la période plus récente, ces aides-là, multilatérales, FMI et Banque mondiale, ça a été une catastrophe pour l'ensemble du continent. Dans les années 70 et 80, on a imposé, après avoir endetté les pays africains, après les avoir endettés, on a offert des prêts à condition que chacun des États mette en place des plans d'ajustement structurel. Qu'est-ce que c'est que ces plans d'ajustement structurel? Je voudrais juste vous donner des exemples de conditions qu'il y a dans les plans d'ajustement structurel. Diminuer la fonction publique par 2, donc licencier la moitié des fonctionnaires. Arrêter la subvention aux produits de première nécessité. Au sortir des indépendances, la plupart des États se sont dit il y a une telle pauvreté qu'il faut que la farine, si elle coûte
50 francs CFA, l'État va mettre 25 francs CFA pour que les gens puissent quand même l'acheter. Eh bien, interdiction de subventionner ces produits-là, c'est-à-dire que c'est les plus pauvres de nos pays qui, d'un seul coup, se sont retrouvés à devoir payer plus cher le manioc, le mil, la semoule, l'huile, etc. Troisième condition de ces plans d'ajustement structurel, l'ouverture complète à la concurrence. Donc l'arrêt des barrières douanières, que les produits occidentaux puissent venir comme ils veulent, avec une interdiction de mettre des droits de douane, etc. C'est-à-dire mettre en concurrence le petit producteur avec la multinationale. Et donc on voit bien que cette aide multilatérale, et pourtant Nkrumah écrit ça en 65, hein, c'est pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité lui a donné raison, elle a montré plein d'exemples, mais il l'écrit en 65, et effectivement c'est encore d'une très grande actualité. Quatrième mécanisme du néocolonialisme, le monopole sur les transports internationaux. Parce que non seulement ils maîtrisent les prix, c'est eux qui les déterminent, non seulement ils ont des aides qui les mettent en dépendance, non seulement avec le FMI, la Banque mondiale, ils imposent des politiques économiques, mais en plus, le peu qu'on peut exporter, eh ben c'est avec leur... Ils ont le monopole des transports. C'est eux qui ont les grands paquebots, c'est eux qui ont les grands avions. Et donc, ils grèvent la recette, puisque c'est eux qui engrangent les profits de tous ces frais de transport. On voit bien qu'avec ces deux livres, Nkrumah démontre que l'unité africaine, c'est pas seulement parce qu'on est noir, c'est pas seulement parce que on aurait une nostalgie d'une Afrique, du passé, etc. C'est pour l'avenir. C'est l'avenir de nos peuples qui commande une unité politique et une unité économique. Sinon, il y a de grandes chances que la dépendance dure et perdure. Ce n'est donc pas dans le passé qu'il faut rechercher l'unité de l'Afrique, mais dans l'avenir. C'est l'avenir qui dessine l'unité de l'Afrique et non pas simplement le passé. Cette conscience de la nécessité d'unifier le continent va l'amener, parce qu'il est angoissé avec toutes ces découvertes, tous ces constats, il est angoissé sur la rapidité, donc va l'amener à vouloir aller vite, et à vouloir aller même trop vite. Il propose, dans ces années-là, dans les années 60, il propose l'unification du continent immédiatement. Bien entendu, on aura compris que ce n'était pas possible. Parce qu'avec qui s'unifier dans ces années-là? On avait des marionnettes, dans certains États, des marionnettes de l'Occident. Unifier ces gens-là, ça ne voulait rien dire. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il avait tort sur le diagnostic, mais que sans doute les conditions n'étaient pas encore réunies à ce moment-là. D'ailleurs, Samir Amin, un grand économiste, Samir Amin nous dit, sur l'œuvre de Nkrumah, il nous dit « Il était en avance d'un demi-siècle sur les exigences objectives d'une réponse réelle aux défis par la régionalisation. » Autrement dit, Nkrumah a été un prophète. Il a dit à l'avance ce qui est aujourd'hui, ce qui devient aujourd'hui urgent, nécessaire, etc. Les conditions étaient loin d'être réunies à l'époque. L'autre rapport de Nkrumah, un apport avec des limites, bien entendu, hein, puisque ces hommes qui se sont battus dans cette période-là ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais avec toutes les contradictions et les moyens faibles qui étaient les leurs, et donc il y a aussi des erreurs. Il a été surnommé, Nkrumah est un des théoriciens de la non-violence, et son pays a accédé à l'indépendance par la non-violence, donc ça c'est l'aspect positif. La limite, c'est qu'il a cru que l'ensemble du continent pouvait se libérer par la non-violence. Et ça va amener quelques frictions avec d'autres peuples qui ont été contraints de prendre les armes, mais des frictions qui sont très vite résolues. Nkrumah revient au Ghana en 1947, et il revient, et son histoire est intéressante sur comment un homme va transformer avec son peuple le cours de l'histoire. Il revient parce qu'il est appelé par les planteurs. Ce ne sont pas les pauvres du Ghana qui ont appelé Nkrumah. Ce sont ceux qui avaient les moyens de faire appel à lui. Donc ils avaient des propriétés, c'est des planteurs qui travaillaient avec le colonisateur. C'était les chefferies traditionnelles qui font appel à lui. Et ils font appel à lui parce que Nkrumah est connu depuis le congrès de Manchester. Il a écrit des articles, il est connu, et donc ils se disent, ça peut être un très bon représentant pour négocier avec le colonisateur que nos intérêts soient un peu plus pris en compte. Et donc, on lui propose de devenir le secrétaire général d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle formation en création, qui est la Convention unie de la Gold Coast, qui revendique l'indépendance à terme
c'est-à-dire après un long processus. Donc on a bien affaire à une approche réformiste de la question de l'indépendance. On veut l'indépendance, mais on dit c'est pas maintenant, ça va être sur le long terme. Bien entendu, avec ce qu'il a vécu à Manchester, avec là où il en est de sa pensée que j'ai tenté de vous résumer rapidement tout à l'heure, eh bien on a un Nkrumah qui ne peut pas se satisfaire de cela. Et donc très vite, il va avoir une activité très comme Omniobé, hein, à circuler dans tous les coins du pays, à prendre contact avec les organisations paysannes, à prendre contact avec les syndicats ouvriers, à aller faire des meetings en pleine brousse, etc. Donc il va se démener. Il va créer 3 journaux, enfin, on va avoir affaire à un propagandiste particulièrement efficace. Très vite vont venir vers l'organisation eh bien, des catégories sociales qui n'avaient pas été prévues au début. Des catégories sociales que les planteurs n'avaient pas en tête. Et vont arriver des ouvriers, vont arriver des paysans, vont arriver des jeunes chômeurs déclassés qui errent dans les grandes villes sans pouvoir s'en sortir. Et bien entendu, cela va provoquer la répression du colonisateur. Et cette répression du colonisateur va avoir pour effet de radicaliser encore plus les choses. Et cela va amener ceux qui ont fait appel à Nkrumah, les planteurs et les chefs traditionnels, ça va les amener à critiquer Nkrumah en lui disant c'est de ta faute s'il y a eu répression. Alors ce n'est pas le colonisateur qui est responsable, c'est celui qui a dénoncé la colonisation qui devient responsable. C'est la rupture, mais Nkrumah a une telle notoriété qu'il décide en quelques mois de fonder un nouveau parti devant 60 000 personnes. 60 000 personnes sont présentes. Donc, il crée son parti publiquement sur la place d'Accra et il crée le parti de la Convention du peuple. Cette situation-là va amener un rapport de force particulier. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont regroupées au sein du CPP et en particulier la jeunesse. Et donc, ça va faire du rapport de force qui permet à la non-violence d'avoir une certaine efficacité. Et effectivement, après de multiples grèves, de multiples boycotts, de multiples actions non violentes, etc., le colonisateur va se rendre compte que c'est plus rentable pour lui de chercher un compromis que de continuer à maintenir la réalité. Et donc il y a l'illusion, par le colonisateur, il y a l'illusion qu'en négociant l'indépendance avec Nkrumah, il va s'assagir. Qu'en négociant l'indépendance avec lui, eh bien, il va respecter les règles du jeu de l'impérialisme mondial. Et effectivement, les premières années de l'indépendance, Nkrumah tente, il est sincère, il tente un développement du Ghana qui ne serait pas contradictoire avec l'impérialisme britannique. Il a l'illusion qu'il y a quand même moyen de s'arranger, on va quand même trouver des voies qui laissent la place à l'un et à l'autre. Sauf que dans ce marché impérialiste mondial, si vous n'êtes pas dans la rupture avec votre colonisateur, il vous reste quoi comme voie de développement? Il vous reste une voie de développement, la spécialisation dans une production. Et pour la Côte d'Ivoire, c'était le cacao. Et effectivement, on a toute l'économie du Ghana qui dépend des rentrées de devises du cacao. Tant que le prix du cacao pendant 2, 3, 4 ans a été élevé, ça a permis d'améliorer les conditions de vie du peuple. C'est-à-dire que Nkrumah a toujours été dans l'idée que l'indépendance devait améliorer les conditions de vie. Et effectivement, il se servait des recettes du cacao pour construire des écoles, améliorer les conditions de vie, distribuer de l'alimentation, etc., construire des routes, etc. Mais cette illusion-là, elle va l'amener à constater que ça n'est pas possible dans la durée. Pourquoi? Eh bien parce que les grandes puissances, elles vont faire quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elles vont spéculer sur le prix du cacao. Et le prix du cacao va s'effondrer. Et d'un seul coup, Nkrumah se rend compte que l'économie ghanéenne est dépendante de l'extérieur. Malgré notre indépendance, ce sont d'autres qui peuvent nous faire chuter quand ils décident de faire chuter. C'est eux qui décident là le prix du cacao augmente, là il diminue, etc. Et là, Nkrumah va donc revoir son approche, et c'est là qu'il va commencer effectivement tous ces travaux que j'ai cités tout à l'heure sur le panafricanisme, sur le néocolonialisme. C'est là qu'il va commencer à se poser la question de quelles sont les conditions pour avoir un véritable développement indépendant. Mais
Nkrumah, le fait qu'il soit venu au pouvoir par la non-violence, va avoir l'illusion que ça va pouvoir être possible pour tous les pays africains. Au congrès d'Accra, il ouvre le congrès en disant que les armes ne sont jamais une solution. En disant que la voie qu'a connue le Ghana devait être la voie de tous les peuples africains. On est en 58. En 58, en Algérie, ça fait déjà 4 ans que les gens sont en train de se battre, les armes à la main, avec une répression féroce. Au Cameroun, on a déjà les grandes répressions. Et donc on a bien Nkrumah qui, persuadé que la non-violence est efficace, et efficace partout, va entrer en opposition, va entrer en tension avec d'autres leaders. Voilà ce qu'il nous dit, ce qu'il va nous dire, pardon, dans cette prise de conscience, quelques années plus tard, lorsque, après le coup d'État qui va le renverser, il va se rendre compte de cette illusion sur la non-violence. Et Nkrumah est une des personnes qui a le courage de reconnaître ses erreurs. Voilà ce qu'il nous dit. La violence révolutionnaire est un principe fondamental des luttes révolutionnaires. Car à moins de s'y voir contraindre, les élites privilégiées ne céderont pas le pouvoir. Même si elles acceptent d'effectuer des réformes, elles ne céderont jamais si elles savent leur position menacée. Il n'est pas de grand événement historique qui n'ait été accompli au prix d'efforts violents et de vie humaine. Quiconque est convaincu que le passage d'un mode de production à un mode de production socialiste se fera sans le recours à la violence doit s'attendre à une grande désillusion. On a un Nkrumah qui dit, en 66, l'inverse de ce qu'il disait en 58. Mais ça, c'est les leçons de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a eu le courage de regarder la réalité et de ne pas s'entêter sur ces théories lorsqu'elles étaient erronées. Confronté à la violence du néocolonialisme, Nkrumah opère un véritable retournement et il rejoint ce que Frantz Fanon lui avait dit en 58. Il rejoint, et c'est Fanon qui avait historiquement raison sur Nkrumah, mais Nkrumah le reconnaît. Seconde illusion de Nkrumah, qu'il va là aussi reconnaître, et c'est tout à son honneur. L'illusion, je vous le disais tout à l'heure, d'une insertion dans le marché mondial. L'illusion qu'on allait pouvoir prendre sa place en négociant avec l'Angleterre, avec la France, etc. Là aussi, ça n'est que lorsque ce prix du cacao va chuter complètement que Nkrumah va commencer à poser des actes économiques qui sont des actes qui permettent d'aller vers l'indépendance. Il va d'abord commencer par sortir du Commonwealth, puisqu'il était resté au Commonwealth, c'est-à-dire qu'il était un sujet britannique. Officiellement, le Ghana était indépendant, mais membre du Commonwealth. Deuxièmement, il va décider, en sortant du Commonwealth, de faire une monnaie ghanéenne, de ne pas dépendre de la monnaie anglaise. Et donc, troisièmement, il va proposer des unités avec des pays limitrophes, des unités territoriales, des unités politiques, des pays limitrophes qui accèdent à l'indépendance. Par exemple, la Guinée de Sékou Touré accède à l'indépendance et on a un pays commun, Guinée, Ghana, qui va être proclamé. En termes de symbole, c'était énorme à l'époque. Pourquoi? Parce que voilà un pays de colonisation anglaise qui s'unit à un pays de colonisation française. Toutes les divisions de l'impérialisme étaient cassées à ce niveau-là. Le Mali va se rajouter à cette union. Et donc on était vraiment dans cette perspective, hein, il était là aussi cohérent avec son approche panafricaine de construction de ces dimensions-là. Qu'est-ce que signifient ces décisions? Une monnaie, sortir de Commonwealth, tous ces écrits sur le néocolonialisme, etc. Nkrumah a compris que le développement autonome des pays africains suppose une déconnexion la plus forte possible avec le marché impérialiste mondial. Suppose que l'on fasse du commerce avec les autres pays d'Afrique plutôt qu'avec l'Europe. Suppose qu'on fasse le plus possible du commerce interne à l'Afrique ou du commerce avec d'autres aires que les anciens colonisateurs. Exactement ce qui se joue aujourd'hui. L'Afrique a intérêt à faire du commerce avec d'autres aires que les anciens colonisateurs aujourd'hui, les BRICS, etc. Ça sera toujours moins de dépendance que par rapport à l'ancien colonisateur. Troisième illusion. L'illusion de construire le socialisme sans lutte des classes. Paradoxalement, cette illusion vient justement
le grand apport de Nkrumah, l'un des grands apports de Nkrumah qui était de dire nous avons un passé dont nous pouvons être fiers, comme tous les autres grands leaders, nous n'avons pas à avoir honte de notre passé, mais du coup, cela va amener Nkrumah à idéaliser l'Afrique précoloniale. L'Afrique précoloniale, et comme tous les pays du monde, dans son histoire, est à la fois non pas le désert comme ont prétendu les colonisateurs, hein, il y avait une Afrique avec ses royaumes, son fonctionnement, etc. Donc c'était ni le désert que prétendent les colonisateurs, ni le paradis sur terre. Il y avait des contradictions dans l'Afrique précoloniale. Il y avait des gens qui étaient plus riches que d'autres, et il y avait des pauvres qui se battaient contre d'autres. Nkrumah, pour s'opposer à la colonisation, va avoir tendance à idéaliser l'Afrique précoloniale, et il va donc nous dire que dans l'Afrique précoloniale, il n'y avait pas de clivage de classe sociale, il n'y avait pas de classe sociale, que tout était organisé de manière collective, et que par conséquent, nous n'avons pas besoin encore aujourd'hui d'avoir la lutte des classes comme moteur pour transformer nos sociétés. Alors vous aurez compris que ça va fonctionner tant que Nkrumah ne va pas commencer à interroger ceux qui étaient les alliés de l'impérialisme. Les Ghanéens qui travaillaient avec l'impérialisme, ceux qui se battaient pour être les gérants d'affaires des grandes multinationales et européennes. À partir du moment où Nkrumah va commencer à dire mais nous voulons faire une politique pour les plus pauvres. Nous n'avons pas acquis l'indépendance pour la bourgeoisie ghanéenne. Nous n'avons pas acquis l'indépendance pour les planteurs ghanéens. L'indépendance, nous l'avons acquis pour les paysans et les ouvriers. Et que par conséquent, les choix économiques qu'on doit faire doivent aller dans le sens de ces paysans et de ces ouvriers. Et bien, à partir du moment où il va faire ça, que vont faire les privilégiés du Ghana? Eh bien, ils vont s'allier. Ils vont s'allier avec les États-Unis. Et ça va donner le coup d'État de 66. Et comme Nkrumah était persuadé, sincèrement, était persuadé que quand même, un Ghanéen, quand il a vécu l'esclavage et la colonisation, maintenant, il sait quand même qu'on doit s'unir. Il a cru, comme il a eu des illusions sur la bourgeoisie ghanéenne, eh bien, il va payer cher par cette dimension-là. Eh bien, cela, Nkrumah va le reconnaître également, après le coup d'État, dans son travail d'autocritique, de regarder toutes ses erreurs. Voilà ce qu'il nous dit en 66. Aujourd'hui, l'expression socialisme africain, parce que beaucoup de chefs d'État en Afrique parlent de socialisme africain en disant non, c'est pas un socialisme comme les autres, nous on a un socialisme il n'y a plus besoin de lutte de classe, c'est un socialisme dans lequel les riches peuvent contribuer au socialisme. Ça, c'est la théorie de plein de dictateurs en Afrique. Alors, voilà ce que nous dit Nkrumah. Aujourd'hui, l'expression socialisme africain fait croire que la société africaine était sans classe et plongée dans l'esprit d'humanisme. Et par là, on a l'impression qu'il parle de lui, hein. Et par là, on exprime la nostalgie pour cet esprit. Une telle conception du socialisme fait de la société africaine communautariste un fétiche. Mais une société africaine sans classe, idyllique, dans laquelle il n'y avait ni riches ni pauvres, jouissant d'une sécurité absolue, est certainement une simplification facile. Il n'existe aucune preuve historique, anthropologique d'une telle société. Autrement dit, Nkrumah nous dit, c'est pas parce qu'on a rejeté le colonialisme qu'on va accepter, qu'on va avoir l'illusion que chez nous, il n'y a pas de classe. Il faut, comme dans tous les pays du monde, regarder ceux qui profitent et ceux qui sont exploités pour se mettre au service des exploités. L'enjeu n'est pas que théorique, on l'aura compris. C'est pas seulement pour parler du passé que Nkrumah tire cette leçon-là. En parlant de nostalgie, il parle du présent et de l'avenir. Pas plus que celle du passé, l'Afrique contemporaine n'est épargnée par la lutte des classes. Et oui, nous avons tous le devoir dans nos pays respectifs d'analyser les catégories sociales, de regarder les classes sociales qui profitent de la dépendance et celles qui payent la dépendance. Parce qu'effectivement, entre ceux qui sont des relais de l'impérialisme et ceux qui sont les victimes de l'impérialisme, il ne peut pas y avoir de paix. C'est la lutte qui doit être déterminée. Le socialisme ne peut dès lors être un projet consensuel transclassiste, comme on le pensait. Il ne peut se construire que dans une lutte contre d'une part l'impérialisme et d'autre part les relais nationaux. Rappelez-vous ce beau livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc.
On met un dirigeant noir, mais il sert les politiques de l'impérialisme. Ces dernières, nous dit-il, constituent une bourgeoisie comprador. C'est-à-dire une bourgeoisie qui est au service, c'est une bourgeoisie noire, ou au Maghreb arabo-berbère, mais qui est au service des grandes puissances impérialistes. Troisième illusion de Nkrumah, qui va avec la précédente, ben c'est la question de la base sociale pour construire le futur du Ghana. Puisqu'il pensait que tous les Ghanéens avaient un esprit national. On sait aujourd'hui que dans tous nos pays, on a des Burundais qui n'ont aucun esprit national. C'est leur porte-monnaie, leur nationalité. C'est pas le Burundi. Et donc, tant que ça les enrichit, ils sont au service de l'impérialisme. Mais comme Nkrumah pensait qu'il y avait un esprit national commun, eh bien, il va donc penser s'appuyer sur tout le monde. S'appuyer sur la bourgeoisie, sur le prolétariat, sur la paysannerie, etc. La conséquence, ça va être qu'il ne va pas mettre en place de véritable mobilisation de ceux qui ont intérêt à transformer la société ghanéenne. On ne va pas avoir organisation de ceux qui ont intérêt à rompre avec l'impérialisme. Et donc on va organiser dans le CPP toutes les classes sociales. Et donc cette illusion d'une unanimité va amener à sous-estimer le besoin d'organiser les paysans pauvres, les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, etc. Et lorsque le coup d'État va venir, eh ben, il n'y aura pas grand monde pour s'opposer parce qu'ils ne sont pas organisés, ceux qui avaient intérêt à soutenir Nkrumah. Et donc on se retrouve dans une situation dans laquelle Nkrumah a à la fois été quelqu'un qui a été intègre toute sa vie, qui a eu un certain nombre d'illusions, mais les autocritiques qu'il fait de ces illusions après le coup d'État vont permettre à ceux qui vont lui succéder de ne plus faire les mêmes erreurs. C'est le grand apport de Nkrumah. Un, en matière de panafricanisme, ce qu'il nous a expliqué est encore d'une pertinence brûlante. Deux, en matière de néocolonialisme, sa démonstration reste d'une modernité sans faille. Trois, les erreurs qu'il a faites et la théorisation de ces erreurs, son autocritique, vont permettre à ceux qui vont lui succéder, donc ceux qu'on abordera dans les cours futurs, Cabral par exemple, Amical Cabral, de ne pas faire les mêmes erreurs et de ne pas avoir les mêmes illusions, et donc du coup, d'aller plus rapidement vers la victoire. Un Ben Barka, un Cabral, les enfants ont tiré les leçons de Nkrumah grâce à son travail. Nkrumah reste le grand panafricain dont nous avons besoin aujourd'hui. Merci.